L'actu à l'Ouest, pour aujourd'hui et pour demain, chaque mardi sur Sun. Et le mardi, une fois par mois, nous avons le plaisir de retrouver nos partenaires de l'association Ping pour explorer ensemble le numérique et ses impacts. Ce mardi, nous sommes en compagnie de Meven Marchand-Guillevet. Salut Meven. Salut Julia. Et bonne année. Et bonne année. Et donc ce mois-ci, on s'intéresse aux logiciels libres et aux usages que peuvent en faire, notamment, entre autres, les associations, les entreprises œuvrant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, des outils libres et respectueux des données pour un usage numérique éthique et solidaire. C'est le thème donc de cet entretien. Meven, première question, qu'est-ce qu'on entend par logiciel libre et à quels outils peut-on les opposer ? Ouais, c'est une question qu'on a déjà pas mal traitée ensemble. Je pense que les auditeurs commencent à être un peu familiers avec ces clés-là sans doute, mais bon, il y a des logiciels qu'on dit propriétaires, dont on ne peut pas ouvrir le code, qu'on ne peut pas modifier, souvent qui sont payants, qui sont parfois très chers, qui appartiennent pour certains à des grands groupes d'Internet qu'on nomme souvent les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, ce genre de choses. Et on les oppose à du coup des logiciels qui sont ouverts, libres, documentés, voire co-construits par des communautés, le plus souvent gratuits ou avec des modèles un peu hybrides. Et donc voilà, nous on a tendance à préférer pour tout ce type de raisons-là. Justement, on va y revenir. Juste pour bien comprendre cette opposition et puis cette notion d'outils propriétaires privés, qu'est-ce qu'on valide, nous, utilisateurs ? À quoi, en fait, donne-t-on notre aval, en quelque sorte, lorsqu'on utilise ces outils qui ne sont pas libres ? Il y a plusieurs choses. Déjà, on utilise un logiciel qu'on ne comprend pas. On n'est pas autonome sur la maîtrise du logiciel et sur les possibilités qu'on peut avoir par la suite de conserver ce qu'on a fabriqué avec. Un cas qui est courant, c'est le cas, par exemple, des logiciels de bureautique, auxquels un peu tout un chacun est confronté régulièrement. Par exemple, la suite Microsoft, qu'on oppose globalement au logiciel OpenOffice ou LibreOffice. Ils ont des formats, donc ce qu'on appelle .doc ou .odt pour OpenOffice. Le .odt est ouvert, ça veut dire qu'on sait comment il marche, on sait comment il est écrit derrière le code. Celui .doc est fermé. Et ça a des conséquences qui sont importantes parce que c'est des standards. Et ces standards, si on ne les connaît pas, ça veut dire que si Microsoft, par exemple, abandonne son logiciel et décide de ne plus le développer, il est possible qu'on ne puisse plus ouvrir les fichiers qui ont été rédigés dans ce format-là. Et ça a un impact forcément qui est assez important, puisque si on a rédigé, je ne sais pas, mettons, on écrit Harry Potter sur Microsoft et puis demain on ne peut plus l'ouvrir, c'est un peu problématique. Alors on parlait aussi de protection de données, de ces données personnelles. Lorsqu'on utilise les services qui sont proposés par exemple par les GAFAM, tu en parlais, quel pouvoir est-ce qu'on confie à ces sociétés ? Et à peu près tout pouvoir sur les données qui sont capables de récolter, puisque en général, on ne prend pas non plus la peine de lire un petit peu toutes les conditions d'utilisation qui accompagnent en fait ces logiciels et ces plateformes. Souvent, elles sont très permissives pour les logiciels et pour les plateformes. Et donc, on leur donne un aval presque complet, en réalité. Alors, il existe des alternatives, on va en parler. On peut peut-être aussi partir d'un constat. Tu parlais de logiciels de bureautique. Le constat, c'est aussi que l'utilisation de ces outils, il a été développé, multiplié pendant notamment les périodes de confinement avec toute l'utilisation des outils de visioconférence, de compte-rendu, de conférences téléphoniques, tout ça proposé par les géants du web. Ça aussi, ça a un petit peu fait que la réflexion est d'autant plus nécessaire aujourd'hui ? Bien sûr. Il y a eu plusieurs phases dans cette accélération-là. L'accélération de la période de 2020-2021, elle est assez paradigmatique. Nous-mêmes, les associations ou les acteurs du numérique, on y a été confrontés. On a, je dirais, monté en puissance des usages qu'on avait déjà. Après, je dirais la lutte sur cette question de libre, propriétaire, etc. C'est quelque chose en réalité de très très ancien et auquel le grand public a été familiarisé, je dirais, depuis pas mal d'années en réalité.
Par exemple, l'association Framasoft qui développe des outils libres que beaucoup de monde utilise aujourd'hui en France, par exemple. Elle existe depuis très longtemps et elle a lancé sa campagne Dégooglisons Internet en 2014. Donc ça remonte un petit peu déjà. Le constat que dressent ces associations-là, comme Framasoft, c'est qu'il reste quand même beaucoup de chemin à parcourir. Et au-delà des usages privés, notamment dans les usages dont peut-être on traitera un petit peu par la suite, mais que sont les usages des entreprises, des collectivités, des associations. Alors, il y a des mots qui ressortent aussi quand on s'intéresse à ce sujet, éco-responsabilité, éthique. En quoi ces outils, ils vont permettre justement à une entreprise ou à des associations ou à une personne privée d'être en corrélation un petit peu avec ces valeurs éthiques ? C'est ça. En fait, nous, quand on part du constat qu'il y a des outils qui sont privateurs et d'autres libres, on se dit, en fait... il y a tout un tas d'acteurs, comme tu l'as dit, d'associations ou de petites entreprises, notamment dans l'ESS, qui portent des valeurs et qui aimeraient sans doute aligner les mots et les actes. En réalité, on observe que c'est assez compliqué, notamment parce que c'est des acteurs qui n'ont pas forcément les moyens, qui ont des cultures numériques qui sont forcément un petit peu hétérogènes et qui n'ont pas forcément cette appétence-là. Et du coup... se pose la question de comment on répond à tout ça. Alors, l'association Framasoft commence à un peu poser des pistes, documenter, former les personnes. Nous, à l'association Ping, on essaye de faire un petit peu la même chose à notre échelle, qui est peut-être un peu plus locale par rapport à l'association Framasoft, mais d'essayer de documenter nos usages, proposer des formations, ce genre de choses. Est-ce que ça demande des compétences particulières ? Je dirais oui et non. C'est-à-dire que être accompagné pour changer ses usages numériques ou disons aller avec des usages qui soient les plus en conformité avec ses valeurs, ça demande plutôt une curiosité, une certaine appétence culturelle, peut-être l'envie de découvrir. Ça nous ouvre un peu à des inconnus. Après, il n'y a pas forcément de prérequis techniques. Même si, bien sûr, lorsqu'on parle d'installer un logiciel, ça peut demander un certain nombre de petites compétences techniques, mais sur lesquelles, à la fois nous, dans le cadre de nos formations, on sera ravis d'accompagner, et sur lesquelles aussi il existe des professionnels dont c'est le métier. Alors, est-ce qu'on peut peut-être donner quelques exemples de logiciels libres qui peuvent nous apporter autant que des logiciels plus privés, plus propriétaires du coup ? Complètement. Je vais peut-être me focaliser sur un qui me semble un peu paradigmatique et peut-être le plus intéressant. Je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices connaissent Google et connaissent la suite des outils Google, qu'on pense à Gmail, à Google Sheet ou Google Doc ou tous les équivalents. Il y a un logiciel qui s'appelle Nextcloud qui propose exactement le même genre d'écosystème avec des outils qui sont très similaires, qui est un logiciel libre qui nécessite d'être hébergé sur un serveur, donc c'est pas à la portée de tout le monde, mais il y a des sociétés qui font de l'hébergement et qui proposent à d'autres entreprises ou des associations ce type de service-là. Et donc ça permet, plutôt que d'avoir par exemple l'ensemble de son cloud avec tous les fichiers de son entreprise hébergés aux États-Unis sous juridiction américaine chez Google, de les héberger par exemple en Vendée sous juridiction française et voilà, d'une manière qui nous semble plus en accord avec un certain nombre de valeurs. Justement, tu parlais de sociétés qui peuvent permettre à une entreprise, par exemple, de se désengager de technologies propriétaires. C'est le cas, par exemple, d'Hawkfood en Vendée. C'est ça. Hawkfood, c'est une société avec laquelle on travaille. En fait, c'est notre hébergeur à l'association Ping. Elle fait partie de plusieurs collectifs de structures qui sont en fait similaires, qui font cela un petit peu partout sur le territoire français. Il y a un réseau qu'on peut peut-être donner aux éditeurs et auditrices, qui est celui des Chatons. Donc c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Bel acronyme. Et donc les Chatons, c'est tout un écosystème d'entreprises qui propose d'héberger des outils libres et éthiques.
Eh ben, merci beaucoup Méven pour toutes ces explications. Puis on vous invite à aller faire un tour notamment du côté de l'association Ping pour un peu creuser sur le sujet. Merci à toi. Merci beaucoup. À Julia. bientôt. À bientôt. Pour aujourd'hui et pour demain, en replay et en vidéo,